La pauvreté extrême n'est pas seulement un manque d'argent. C'est une sortie forcée du monde social. Une perte de statut, de voix, de place. Ceux qui la vivent ne sont pas sans pensée. Ils sont sans reconnaissance, sans protection, souvent sans interlocuteur. Ces notes partent de là. Elles tentent de nommer une condition rarement décrite. Celle d'individus lucides mais déclassés, présents mais hors du cercle. Le monde n'est pas structuré sur une égalité de départ. Les positions sociales et économiques se transmettent dans le temps. Les richesses actuelles sont en grande partie le résultat d'héritages historiques. Conquête, exploitation des terres, colonisation, anciens privilèges politiques ou militaires. Ces accumulations anciennes ne sont pas remises en cause. Elles sont protégées juridiquement par les systèmes légaux contemporains, indépendamment des conditions dans lesquelles elles ont été constituées. La loi sécurise les acquis, même lorsqu'ils proviennent de raccords de force passés. Le système fonctionne selon une logique cumulative. Celui qui possède déjà de l'argent peut investir, générer des profits et attirer davantage de ressources. À l'inverse, ceux qui commencent sans capital ni épargne restent structurellement désavantagés. La capacité d'épargner est présentée comme le moteur du développement individuel et national. Mais pour les individus en situation de pauvreté extrême, cette capacité est inexistante. Il ne s'agit pas d'un retard temporaire, mais d'un handicap permanent, inscrit dans les conditions matérielles de l'existence. La société se trouve ainsi divisée en multiples classes sociales. Certaines disposent de protection, de marge de manœuvre et de continuité, évoluent en dehors des mécanismes d'intégration, sans accès réel aux mêmes possibilités. Ces dynamiques sont au cœur des analyses contemporaines en économie et en sociologie, notamment celles portant sur le capital, l'héritage et l'idéologie, où les positions semblent déjà assignées et remises en question. Une partie de la population est déclassée, enfermée dans son propre cercle. Certaines personnes se retrouvent piégées dans une condition dont elles ne peuvent sortir, non par manque de volonté, mais par absence d'accès aux mécanismes d'intégration. Trouver un équilibre personnel ou une forme de sécurité est extrêmement difficile. Cette impossibilité prolongée produit un état de fatigue psychologique, lié à l'instabilité permanente et à l'incertitude matérielle et des exclusions sociales structurelles. Les opportunités ne sont pas distribuées de manière égale. L'accès à l'éducation, aux réseaux sociaux, à la santé et à la sécurité dépend fortement de la position de départ. Ces inégalités ne sont pas marginales. Elles structurent durablement les trajectoires individuelles et limitent toute possibilité réelle de mobilité pour les plus précaires. La légitimité de cet ordre social est directement questionnée. Le caractère légal et moral de ces inégalités reste douteux. Les systèmes économiques influencent directement ces dynamiques. Ce qui est à toi, et non pas tout le monde doit vivre dignement. Là, on est dans l'obligation de faire une longue réflexion avant de dire oui honnêtement. Est-ce que c'est juste là, ça va être un débat éternel, où chacun juge selon ses propres valeurs? Et bien sûr, toute personne riche n'est pas un voleur ou ayant des mauvaises habitudes, et toute personne pauvre n'est pas paresseuse. Alors comment deux personnes ayant les mêmes compétences et intelligences n'ont pas les mêmes chances? C'est vrai qu'un mélange complexe, hasard, déroulement de l'histoire, système social, effort individuel. Chance, opposition, mais ces inégalités nous poussent à remettre en question la morale des ordres sociaux qui influencent directement ces dynamiques. Mais le point central reste la pauvreté extrême, un mécanisme réel, concret, qui ne se limite pas à une opinion. La pauvreté transforme la vie en mode d'urgence. Survie, nourriture, paiement des charges. Tout est conditionné par le besoin immédiat. Elle limite la dignité humaine, restreint les choix, et enferme dans un cercle où avancer devient presque impossible. L'espoir n'est pas un refuge égal pour tous. L'espoir est souvent présenté comme une force universelle. En réalité, il est fragile et inégalement accessible. Pour ceux qui manquent de ressources,
l'espoir ne libère pas. Il devient un labyrinthe qui mobilise toute l'énergie disponible, sans garantir d'issue. Lorsqu'on ne possède presque rien, l'avenir ne peut pas être planifié. Chaque décision est traversée par une peur constante. Perdre le peu qui reste. Cette peur n'est pas abstraite, elle est concrète, quotidienne, liée à la survie immédiate. Elle bloque la prise de risque, non par manque de volonté, mais par nécessité. Dans ces conditions, le risque n'est pas une opportunité, c'est une menace. Échouer ne signifie pas recommencer autrement, cela signifie tomber plus bas. L'idée même de tentative devient inaccessible. Le manque de ressources, éducation, réseau, information fiable, rend le futur de plus en plus flou avec le temps. Plus l'insécurité dure, plus l'horizon se rétrécit. Ce flou n'est pas un manque d'imagination, mais le résultat d'un environnement où aucune projection stable n'est possible. À l'inverse, seules les personnes disposant d'un minimum d'avantages sociaux peuvent se permettre de prendre des risques. Elles peuvent échouer, se relever, relancer. Elles savent qu'un filet existe. Familial, économique, institutionnel. Cette sécurité invisible transforme l'échec en étape et non en condamnation. L'inégalité ne se situe donc pas uniquement dans les résultats, mais dans la possibilité même d'oser. Là où certains peuvent risquer l'avenir, d'autres doivent simplement le supporter. Une chute grave, un effondrement, peuvent devenir une véritable condamnation. Recommencer n'est pas toujours une seconde chance. Pour certains, tenter à nouveau déclenche une peur profonde. L'angoisse de revivre le même drame, le même échec, la même perte. L'attente dans ces conditions ne calme rien. Elle se transforme en panique, en anxiété permanente. Le résultat est une paralysie. L'individu reste immobile, non par choix, mais parce que tout mouvement semble risquer une rechute. Même lorsqu'une aide extérieure apparaît, les chances de s'en sortir restent faibles. Non pas parce que la personne est incapable, mais parce que le système écrase l'élan avant qu'il ne puisse se reconstruire. Dans un monde fondé sur la concurrence et la performance, il n'existe aucune place pour la fragilité prolongée. La société se montre intolérante face à ce qu'elle ne comprend pas. Elle classe, étiquette, juge. Ceux qui ne rentrent dans aucune catégorie sont perçus comme inclassables, non conformistes, déviants. Les jugements se font à travers les discours, les parcours visibles, les moyens matériels, jamais à partir de la réalité existentielle vécue. Ce jugement n'est pas toujours animé par la méchanceté. Il est souvent le résultat d'une limite fondamentale. Personne ne peut réellement se mettre à la place de l'autre. Et parfois, pour comprendre une situation, il ne suffit pas de l'observer ou de l'analyser.